À 22 heures, dans la nuit du 10 mai 1945, un homme de 22 ans, originaire de la préfecture de Nagano, était assis seul dans une ancienne salle de classe de la base aérienne de Shiran, au sud de Kyushu, écrivant à la lueur du feu parce que la base n'avait pas d'électricité. Il s'appelait le capitaine Ryoji Uehara. Il était diplômé de la faculté d'économie de l'université Keio, l'une des institutions les plus prestigieuses du Japon. Il étudiait la philosophie italienne lorsque l'armée a annulé son sursis étudiant et lui a remis un uniforme. Il volait depuis 14 mois. Le lendemain matin, il allait décoller dans un chasseur de type 3, chargé d'une bombe de 250 kg et l'écraser contre un navire de guerre américain près d'Okinawa. Il ne reviendrait pas. Il écrivit pendant 2 heures à la lumière d'un feu que ses camarades d'escadrille avaient allumé contre l'air nocturne. Il rédigea 2 documents. L'un était une lettre à ses parents qu'il remit à un censeur militaire. L'autre était une réflexion privée qu'il remit à un correspondant de guerre nommé Toshiro Takagi, avec pour instruction de la livrer à sa famille après sa mort, hors de portée des censeurs. La lettre censurée disait ce que l'armée voulait qu'elle dise. Il était honoré de servir. Il était fier de sa mission. Il apporterait la gloire au Japon. La lettre privée disait autre chose. Elle disait qu'un autre libéraliste quittera cette terre demain. Elle disait qu'un de ses amis lui avait un jour dit qu'un pilote de l'unité d'assaut spéciale n'est qu'une machine. Elle disait qu'il croyait au triomphe de la liberté, fait que les États autoritaires finissent toujours par tomber. Que le Japon perdait cette guerre parce que les hommes qui aimaient réellement le Japon n'avaient pas été autorisés à le diriger. L'homme qui a écrit ces mots n'était pas fanatique. Il n'était ni drogué, ni ivre, ni illusionné. C'était un économiste de 22 ans qui avait passé ses années d'étudiant à lire Benedetto Croce et Kierkegaard et qui était parvenu à une conclusion précise et documentée sur ce qui arrivait à son pays. Et il a quand même précipité son avion contre la flotte américaine le lendemain matin, parce qu'au Japon, en mai 1945, il ne trouvait aucune autre issue qui préserve le sens de ce qu'il devait aux gens qu'il aimait. Uehara n'est pas l'histoire que la plupart des gens connaissent des kamikazes. L'histoire que la plupart des gens connaissent est celle que l'armée japonaise a construite et diffusée avec le même appareil institutionnel qu'elle avait utilisé pour construire la doctrine du refus de se rendre. Des fanatiques, des vents divins, des hommes qui mouraient joyeusement pour leur empereur. Cette histoire était de la propagande. Les documents qui ont survécu en racontent une autre. Pour comprendre ce que disent réellement ces documents, il faut comprendre ce qui est arrivé au Japon dans les 14 mois entre octobre 1944 et la fin de la guerre. Ces 14 mois sont ceux où le programme kamikaze est passé d'une tactique expérimentale, désespérée, à la doctrine stratégique centrale d'une nation qui n'avait plus d'alternative. En juin 1944, le Japon perdit la bataille de la mer des Philippines. Les chiffres racontent l'histoire sans ornement. 15 porte-avions américains avec 956 appareils contre 9 porte-avions japonais avec 473. En 2 jours de combat, la marine impériale japonaise perdit plus de 500 avions et 3 porte-avions. Les Américains perdirent moins de 130 appareils et aucun porte-avions. Les pilotes américains, volant sur des avions plus récents et guidés par des systèmes radars que les Japonais n'avaient pas égalés, appelèrent cela le tir au dindon des Mariannes. La marine impériale japonaise comprit ce que cela signifiait. Les porte-avions sont inutiles sans avions. Les avions sont inutiles sans pilote. Les hommes qui savaient piloter les appareils que le Japon avait construits au prix d'années d'efforts national étaient morts en mer des Philippines, et on ne pouvait pas les remplacer. En octobre 1944, lorsque les forces américaines débarquèrent dans le golfe de Leyte aux Philippines, le vice-amiral Takijiro Onishi, récemment nommé commandant de la première flotte aérienne, s'assit avec ses officiers d'état-major sur le terrain d'aviation de Mabalacat
à l'extérieur de Manille et leur exposa l'arithmétique précise de leur situation. Ils disposaient de 41 appareils, la flotte américaine qu'ils devaient détruire avant que le débarquement de Leyte ne puisse réussir comptait des centaines de navires et des milliers d'avions pour la protéger. Des attaques conventionnelles menées par 41 appareils contre cette flotte ne produiraient à peu près rien. Onishi dit à ses officiers qu'à son avis, il n'y avait qu'une seule manière pour que leur maigre force soit efficace au maximum. Onishi était un homme qui avait d'abord qualifié cette idée d'hérésie. C'était aussi un homme à qui l'on avait donné un ordre impossible et qui regardait les mathématiques de cette impossibilité. Il avait été sceptique envers les tactiques suicides pendant des années. Il devint, en l'espace d'une seule nuit à Mabalacat, le père des kamikazes. La réunion se poursuivit après minuit, le 19 octobre. Au matin, le premier Shimpu Tokubetsu Kogeki Tai, le corps d'attaque spécial, avait été officiellement organisé. Le nom se traduit par Unité spéciale d'attaque du vent divin. Les Américains les appelleraient kamikazes, la prononciation courante des mêmes caractères kanji. 23 pilotes du 201e groupe aérien furent rassemblés. On leur dit ce qu'on leur demandait. Dans la culture militaire japonaise de 1944, âmes avec le Senjin-kun dans la poche de poitrine et l'honneur de leur famille mis en jeu, 23 hommes dirent oui. Le lieutenant Yukio Seki fut choisi pour diriger la première mission. Il avait 23 ans. Il était marié depuis 8 mois. Lorsqu'un correspondant de guerre lui demanda à quoi il pensait, alors qu'il se préparait pour sa mission, Seki dit calmement que le Japon était fini s'il devait gagner la guerre avec des tactiques comme celle-là. Il accomplit néanmoins la mission le 25 octobre 1944. Son avion frappa le porte-avions d'escorte USS Saint-Lô. Le navire coula en moins d'1 heure. Seki fut crédité de l'un des premiers navires détruits par kamikaze pendant la guerre. Sa femme reçut la nouvelle par télégramme, le naufrage du Saint. L'eau provoqua quelque chose dans le commandement américain que les planificateurs stratégiques n'avaient même pas entièrement calculé. 41 appareils japonais avaient accompli en une matinée ce que des centaines d'appareils en formation d'attaque conventionnelle n'avaient pas réussi à accomplir en des mois. L'arithmétique de l'amiral Onishi avait été correcte. Un pilote qui n'avait pas l'intention de survivre à l'approche de sa cible était géométriquement plus difficile à arrêter qu'un pilote qui, lui, voulait survivre. Le temps d'entraînement requis n'était qu'une fraction de celui nécessaire à des pilotes de combat conventionnels. Le carburant suffisait pour un aller simple. Les mathématiques étaient brutales et simples, et elles fonctionnaient. Pour les chefs militaires du Japon, le naufrage du Saint. L'eau validait une doctrine qu'Onishi avait qualifiée d'hérésie 6 mois plus tôt. Ils l'élargirent, puis ils l'élargirent encore. Le programme qui avait commencé avec 23 volontaires à Mabalacat devint la stratégie opérationnelle centrale pour la défense d'Okinawa, puis pour la défense planifiée des îles japonaises elles-mêmes. Ce que l'armée n'a pas élargi, c'était la vérité sur qui étaient réellement ces pilotes. Jusqu'à la fin de 1943, les étudiants universitaires au Japon étaient exemptés de la conscription militaire. La justification était pragmatique. Le Japon avait besoin d'ingénieurs, de scientifiques, de médecins. Les universités les formaient. En octobre 1943, l'exemption fut annulée. Les jeunes hommes les meilleurs et les plus instruits du Japon devinrent instantanément disponibles pour le service. Dès qu'ils furent même conduits à des cérémonies de conscription lors d'événements soigneusement mis en scène que les journaux rapportèrent dans un langage de gloire et de sacrifice. Environ 3000 des pilotes qui menèrent des missions kamikazes entre octobre 1944 et août 1945 étaient ces étudiants soldats, arrachés aux amphithéâtres des universités les plus prestigieuses du Japon au milieu de leur parcours académique. Ils étudiaient la littérature, l'économie, la philosophie, le droit. Ils lisaient Thomas Mann, Kierkegaard et Descartes. Ils tenaient des journaux, parce que tenir un journal était une pratique culturelle dans les universités japonaises.
une discipline qu'on leur avait enseignée parallèlement à leurs études. Lorsqu'ils furent affectés au corps d'attaque spécial, ils continuèrent à tenir des journaux, et parce que c'était ce que faisaient les jeunes Japonais instruits, lorsqu'ils devaient comprendre quelque chose que leur cadre de pensée existant ne pouvait pas contenir. Ces journaux ont survécu. Non parce que l'armée les avait conservés, parce que les familles les ont gardés, cachés, et les ont remis à des chercheurs et à des journalistes des décennies après la guerre. Hirokawa Daikichi n'était pas un pilote kamikaze. C'était un historien qui a survécu à la guerre et a passé le reste de sa vie à écrire sur ce dont il avait été témoin. Il a décrit ce qui se produisit lorsque les étudiants soldats arrivèrent à la base aéronavale de Tsuchiura, au nord de Tokyo, qui traitait nombre des jeunes hommes qui allaient finir dans le corps d'attaque spéciale. L'entraînement là-bas n'était pas un enseignement du pilotage. C'était un système conçu pour briser et refaçonner les hommes. Des sous-officiers supérieurs battaient les nouvelles recrues parce qu'elles ne mémorisaient pas des textes archaïques assez rapidement. Des officiers qui n'avaient jamais lu les livres que ces étudiants avaient étudiés toute leur vie les battaient parce qu'ils pensaient à ces livres. La censure était totale. Presque tous les livres étaient interdits. La bibliothèque que ces jeunes hommes portaient dans leur tête était désormais une preuve d'individualisme dangereux. Hirokawa écrivit qu'il serait difficile d'estimer combien de soldats furent aliénés à l'empereur et à l'idéologie impériale parce qu'on les battait pour ne pas réciter correctement les rescrits impériaux. Lui-même en faisait partie. L'effort de l'armée pour produire des fanatiques par la violence engendra, chez des hommes instruits qui avaient lu trop de philosophie pour être facilement trompés, une forme particulière de lucidité amère sur ce qui leur arrivait réellement. Sasaki Hachiro était diplômé de l'Université impériale de Tokyo. Il se porta volontaire pour le programme Kamikaze le 20 février 1945. Il mourut lors de sa mission le 14 avril 1945. Il avait 22 ans. Son journal fut conservé par sa famille et finalement publié. Les entrées révèlent un homme affrontant, avec le vocabulaire précis d'un économiste politique hautement instruit, ce que le Japon était devenu. Dans une entrée, il qualifia l'armée de grand imbécile. Dans une autre, il écrivit qu'il réfléchissait à ce que signifiait réellement le patriotisme, et sa conclusion fut que le mot, tel qu'on l'employait alors, mais décrivait l'assassinat de millions de personnes et la privation de la liberté humaine fondamentale pour des milliards d'autres. Il s'apprêtait à envoyer une bombe contre un navire de guerre américain au service de la nation qu'il appelait un grand imbécile dans son journal privé. Il accomplit la mission parce que son sens de l'obligation envers ses amis, sa famille et les gens ordinaires du Japon, qui n'avaient pas pris les décisions ayant créé cette situation, était plus fort que son mépris pour l'armée qui allait le tuer. Hayashi Ichizo avait lui aussi 22 ans. Il était chrétien, élevé dans cette foi par sa mère dans la préfecture de Fukuoka. Il fut diplômé de l'Université impériale de Kyoto et affecté au corps d'attaque spéciale. Il écrivit à sa mère des lettres qui ont été conservées au musée de la paix de Shiran. Dans les entrées privées de son journal, il écrivit qu'il redoutait tant la mort. Il écrivit que c'était déjà décidé pour nous. Il écrivit, directement à la femme qu'il avait élevée, qu'il voulait encore être aimé et choyé par elle et voulait être tenu dans ses bras et dormir. Il accomplit sa mission en avril 1945 en emportant 3 objets dans le cockpit de son chasseur Zéro. La photographie de sa mère, une Bible et la maladie à la mort de Søren Kierkegaard. La photographie de Hayashi a été prise peu avant sa mission finale. Il a 22 ans. Il sourit. C'est la photographie que la propagande militaire japonaise aurait utilisée comme preuve d'un homme en paix avec son sacrifice. Le journal qu'il a laissé derrière lui prouve l'existence d'un homme qui était terrifié et qui a néanmoins choisi de faire ce qu'on lui demandait, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'empereur et tout à voir avec sa mère et avec le sens qu'il donnait à ce qu'un homme doit aux gens qu'il aime. Hayashi Tadao était différent des autres d'une manière précise et documentée. Il ne voulait pas mourir, et il l'a dit directement.
sans le cadrage philosophique prudent qui caractérisait les journaux d'Ichizo et de Sasaki. Il écrivit dans son journal « Je ne veux pas mourir, je veux vivre. Non, je ne veux pas mourir. Je me sens seul. » Il écrivit que le Japon allait atteindre son dénouement. Il écrivit en demandant, d'une voix moins philosophique et plus brute que celle de ses camarades universitaires, qui exactement menaient encore cette guerre maintenant, alors qu'une pleine moitié de ses camarades de sa promotion navale étaient déjà morts. Il fut abattu par un chasseur américain le 28 juillet 1945, 2 jours après que les Alliés eurent remis la déclaration de Potsdam, exigeant la reddition inconditionnelle du Japon. Il avait 23 ans. Il avait survécu assez longtemps pour savoir que la guerre touchait à sa fin. Il n'a pas survécu assez longtemps pour que la fin l'atteigne. L'instrument par lequel ces hommes passèrent dans leurs derniers jours avant leur mission était une femme nommée Tom Toriyama. Elle tenait un petit restaurant appelé Tomiya Shokudo dans la ville de Shiran, près de la base aérienne d'où 439 des 1036 pilotes kamikazes de l'armée mort pendant la guerre décollèrent pour leur dernière mission. Les pilotes l'appelaient Okazan, mère. Non, ils venaient dans son restaurant pour manger leur dernier repas parce que les plats qu'elle préparait étaient au meilleur que tout ce que la base fournissait et parce qu'elle leur posait des questions sur leur vie et écoutait les réponses sans la mise en scène de la formalité militaire. Les pilotes donnèrent à Tom des lettres et des messages qu'ils voulaient voir remis à leur famille hors de portée des censeurs militaires. Ils lui dirent des choses qu'ils ne pouvaient pas dire dans les documents officiels que l'armée examinait. Elle conserva ces lettres et ces témoignages toute sa vie. Elle construisit un petit sanctuaire après la guerre. Elle recueillit des fonds pour un plus grand. Le musée de la paix de Shiran qui se dresse aujourd'hui sur le site de l'ancienne base aérienne est né de son refus de laisser ces hommes être réduits au symbole que l'armée avait fait d'eux. Au musée de la paix, il y a une reconstitution des baraquements souterrains où les pilotes passèrent leur dernière nuit avant le départ. C'est une petite pièce, des planches de bois pour lit, pas de fenêtre. La documentation jointe à la reconstitution indique ce que le personnel d'entretien trouva lorsqu'il entra dans la pièce après que les pilotes furent partis au terrain d'aviation pour leur dernier matin. La literie était trempée de larmes. Les hommes qui avaient écrit dans leurs lettres censurées qu'ils étaient fiers et en paix avaient passé leur dernière nuit à exprimer autre chose dans la seule intimité qu'ils possédaient. Mais les premières attaques kamikazes réussies du 25 octobre 1944 produisirent chez le commandement naval américain une peur particulière à laquelle l'analyse conventionnelle du renseignement ne les avait pas préparés. Le problème précis n'était pas le dommage par attaque, bien que le dommage fût réel et significatif. Le problème était que le calcul tactique qui régissait la guerre navale, le calcul selon lequel les défenses d'un navire étaient conçues autour du comportement attendu d'un pilote qui voulait survivre à l'approche de sa cible, avait été invalidé. Un homme qui avait l'intention de mourir n'était pas contraint par les vecteurs d'approche que les pilotes conventionnels utilisaient pour maximiser leur propre survie. Il pouvait venir d'angles que les pilotes conventionnels évitaient. Il pouvait traverser le feu défensif auquel les pilotes conventionnels auraient renoncé. Il pouvait utiliser les dernières secondes avant l'impact pour corriger sa visée d'une manière que les armes sans pilote ne pouvaient pas reproduire. Les commandants navals américains commencèrent à recevoir des rapports de navires qui avaient survécu à des attaques kamikazes aux Philippines quelques semaines après les premières frappes. Les rapports décrivaient quelque chose que les marins américains n'avaient eu aucun cadre pour comprendre avant d'en faire l'expérience. Une attaque conventionnelle par un appareil japonais était terrifiante en soi. L'attaque kamikaze était différente parce que le pilote ne changeait pas de cap lorsque le feu défensif atteignait son avion. Il continuait d'arriver. Les défenses du navire pouvaient endommager l'appareil, pouvaient blesser ou tuer le pilote, et l'appareil continuait vers le navire avec l'élan qu'il avait accumulé. Des marins américains au poste de canon anti-aérien décrivirent le fait de regarder un avion manifestement touché par les tirs, traînant de la fumée, et de le voir continuer à descendre vers eux
selon une trajectoire qui allait finir contre le navire. L'amiral William Halsey, commandant de la 3e flotte, écrivit à ses supérieurs en décembre 1944 que le commandement aérien japonais avait élaboré un plan défensif tactiquement solide qui coordonnait et centralisait le commandement tout en dispersant les appareils de manière à maximiser leur efficacité individuelle. Il ne décrivait pas le fanatisme que les journaux de son pays publiaient. Il décrivait la logique opérationnelle d'un ennemi qui avait trouvé le moyen de transformer des pilotes individuels en armes de précision en retirant la contrainte de la survie de l'équation tactique. La réponse américaine aux kamikazes fut elle-même une mesure de l'efficacité de l'arme. Le groupe de recherche opérationnelle de la marine analysa les 4 premiers mois des attaques kamikazes et constata que les missions kamikazes atteignaient leur cible avec succès à un taux de plus de 34%. Les attaques aériennes japonaises conventionnelles touchaient leur cible à un taux de 2%. Le kamikaze était 17 fois plus efficace que l'attaque conventionnelle qui l'avait remplacé. La marine commença à accélérer l'installation de radars sur les navires d'escorte. Elle étendit ses patrouilles aériennes de combat. Elle plaça des destroyers de piquetage en anneaux autour de la flotte spécifiquement pour intercepter les attaques kamikazes avant qu'elles n'atteignent la flotte principale. Lors de la bataille d'Okinawa, ces destroyers de piquetage absorbèrent le poids principal de la campagne kamikaze. Ils furent frappés encore et encore. Les hommes de piquetage comprenaient qu'ils étaient placés là pour mourir afin que les porte-avions derrière eux puissent survivre. Le parallèle entre leur situation et celle des pilotes kamikazes dont ils absorbaient les attaques n'échappa pas aux marins américains qui servaient à leur bord. La bataille qui produisit la campagne kamikaze la plus intense de la guerre fut Okinawa, du 1er avril au 22 juin 1945. L'amiral Onishi avait décrit son concept initial comme une réponse à une pénurie tactique précise. À Okinawa, le programme avait consumé environ 2525 pilotes de la marine et 1388 pilotes de l'armée. Les hommes qui les remplaçaient n'étaient pas des aviateurs de combat formés. C'étaient des hommes à qui l'on avait donné juste assez d'instructions pour décoller et maintenir un cap. Les 4 premiers jours d'entraînement étaient consacrés au vol en formation élémentaire. Les 3 derniers jours couvraient les tactiques d'approche et d'attaque. Certains récits décrivent comment les chefs de vol qui guidaient ces pilotes inexpérimentés vers la flotte étaient les seuls aviateurs formés de la formation. Des vétérans qui conduisaient les plus jeunes jusqu'à la zone cible, puis s'écartaient pendant que leurs pilotes poursuivaient l'approche finale. Le plus jeune pilote à Chiran était Yasuo Tanaka. Il avait 16 ans. La photographie la plus associée aux pilotes kamikazes dans le dossier historique n'est pas une photographie d'un avion plongeant vers un navire. C'est une photographie d'un groupe de jeunes hommes. Ce sont des adolescents, de 17 à 19 ans. Ils sourient. L'un d'eux tient un chiot. La photographie fut prise la veille de leur mission. La légende dans la documentation originale note qu'il s'agissait de ce qu'on appelait les jeunes pilotes garçons. Des adolescents qui avaient rejoint le corps d'entraînement de l'armée de l'air à 14 ans, avant l'existence du programme kamikaze, et qui y furent intégrés lorsque le programme eut besoin de plus de pilotes que les recrues adultes volontaires ne pouvaient en fournir. Ce que montre la photographie, c'est à quoi ils ressemblaient la veille de leur mort en vol. Ils ressemblaient à des adolescents qui avaient trouvé un chiot. L'amiral Onishi lui-même n'avait jamais cessé d'être honnête envers lui-même à propos de ce qu'il avait bâti. Lors de la réunion de Mabala 4, où le programme fut fondé, il avait dit à ses officiers d'état-major qu'il ne tolérerait aucune critique de quelque nature que ce soit envers les opérations qui allaient être entreprises. Il le disait parce qu'il y avait des critiques, des officiers supérieurs qui avaient combattu, qui comprenaient ce que signifiait demander à des hommes de mourir, s'étaient opposés au concept. Onishi les fit taire en menaçant de la peine extrême quiconque continuerait à s'y opposer. Puis il poursuivit. Après la reddition du Japon le 15 août 1945, Onishi rencontra des amis ce soir-là. Il dit à l'un d'eux qu'il avait tué de remarquables jeunes hommes dans une unité suicide et qu'il ne pouvait pas être sauvé. Il dit qu'il tomberait dans un enfer éternel.
Il pratiqua le seppuku cette nuit-là. On le trouva encore vivant le matin. Il refusa toute assistance médicale. Il refusa le coup de grâce traditionnellement offert pour mettre fin à la souffrance. Il passa 16 heures de plus à mourir de la blessure qu'il s'était infligée, témoignage d'un homme qui ne croyait pas avoir le droit de mourir rapidement. Sa note de suicide présentait des excuses aux quelques 4000 pilotes qu'il avait envoyés à leur mort. Elle exhortait les jeunes Japonais ayant survécu à la guerre à travailler à la reconstruction du Japon et à la paix entre les nations. Ryoji Uehara accomplit sa mission le 11 mai 1945. Il fut inscrit dans les archives officielles comme ayant mené une attaque contre la flotte de porte-avions américains près de Kadena, dans la préfecture d'Okinawa. Le ou les navires précis que son appareil a pu frapper ne sont pas documentés dans les archives qui ont survécu. Il avait 22 ans. Il étudiait l'économie. Il lisait de la philosophie italienne. La lettre privée qu'il remit à Toshiro Takagi survécut à la guerre en possession du correspondant. Elle fut publiée après la paix. Elle est encore considérée au Japon comme l'un des chefs-d'œuvre de l'écriture littéraire en temps de guerre. C'est la lettre d'un homme qui avait assez lu pour savoir ce qu'il faisait, pourquoi cela arrivait et ce que cela signifiait, et qui n'avait aucun moyen d'y mettre fin, et qui a tout couché sur le papier dans les heures précédant l'aube, dans une salle de classe sans électricité, à la lueur d'un feu, parce qu'il lui restait 2 heures et qu'il n'avait rien d'autre à en faire que de dire ce qui était vrai. Il écrivit « Un de mes amis a un jour dit qu'un pilote de l'unité d'assaut spéciale n'est qu'une machine. Cet ami avait raison. Mais la machine était un homme qui avait aimé la philosophie et qui avait aimé une femme nommée Kyoko, qui était déjà fiancée à quelqu'un d'autre lorsqu'il comprit qu'il l'aimait, et qui avait caché ce savoir dans les marges de son crochet parce qu'il n'existait plus d'endroit privé où il puisse le dire à voix haute. Lorsqu'on examina ses effets personnels après sa mort, on trouva le livre de philosophie, on trouva les annotations. On lut ce qu'il avait écrit dans la marge là où aucun censeur n'irait jamais regarder. « Adieu, ma bien-aimée Kyoko, je t'ai tant aimé. Ne pensant qu'à ton bonheur, j'ai réprimé l'envie de te murmurer à l'oreille que je t'aimais. Je t'aime encore. » Le musée de la paix de Shiran a ouvert en 1975 sur le terrain de l'ancienne base aérienne. Des lanternes de pierre dédiées aux pilotes bordent l'approche, une lanterne pour chaque homme parti de Shiran. À l'intérieur du musée se trouvent des photographies, des lettres, des effets personnels, des uniformes de vol. Il y a des centaines de photographies. Dans beaucoup d'entre elles, on peut voir les derniers mots des pilotes, écrits dans les lettres qu'ils laissèrent à leur mère. Dans presque toutes, les mères reçoivent des excuses pour des indélicatesses de fils. Presque aucune ne reçoit des excuses pour avoir accompli les missions. La literie que le personnel d'entretien a trouvée trempée de larmes après le départ des pilotes vers le terrain d'aviation est représentée dans la reconstitution des baraquements souterrains du musée. L'exposition ne vous dit pas à qui appartenaient ces larmes. Elle n'en a pas besoin. La documentation et l'exposition elle-même, l'écart entre ce que disaient les lettres et ce que montrait la literie, l'écart entre la propagande qui a construit le programme et les documents privés des hommes qui l'ont mené, l'écart entre ce qu'Onishi appelait la noblesse d'esprit du corps d'attaque spécial lorsqu'il s'adressait à eux et ce qu'il a dit à son ami, lors de la dernière nuit de sa vie, au sujet de l'enfer éternel où il allait. 4700 pilotes. Les documents qui ont survécu d'un nombre suffisant d'entre eux pour constituer un schéma racontent une histoire qui demeure cohérente à travers des hommes différents, des origines différentes, des universités différentes, des degrés différents de foi dans le cadre interprétatif que l'armée donnait à ce qu'il faisait. Le schéma est celui-ci. Il ne voulait pas mourir. Ils comprenaient clairement ce qui arrivait au Japon. Ils ont quand même volé, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'empereur et tout à voir avec les personnes précises de leur vie dont ils pouvaient imaginer concrètement. La souffrance, les mères, les frères, les femmes à qui ils n'avaient pas dit qu'ils les aimaient.
Ils l'ont écrit dans les heures précédant leur mission, parce qu'écrire était ce que faisaient les jeunes Japonais instruits avec les choses qu'ils avaient besoin de comprendre. Et puis, ils ont volé. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez « Kamikaze » pour que je sache que vous étiez là. Et dites-moi, d'où dans le monde regardez-vous? Notre communauté s'étend à tous les pays qui ont vécu cette guerre. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Maintenant, cliquez sur la vidéo suivante. On s'y retrouve.